Précisons déjà le sujet qui a été retenu ce soir, c'est celui de la démocratisation. La démocratisation scolaire, c'est un terme que beaucoup d'entre vous ont entendu et que beaucoup d'entre vous ont entendu associer peut-être à l'idée de massification. Et je vais le présenter, je vais expliquer de quoi il s'agit, je vais également expliquer pourquoi longtemps on n'a parlé que de démocratisation et pourquoi à partir d'un certain moment, dans les années 70, on a plutôt parlé de massification. Alors, la démocratisation, elle court tout au long du XXe siècle. En vérité, elle fait suite, le terme apparaît dans le plan Langevin-Wallon, hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un des premiers textes à mentionner explicitement ce vocabulaire-là et ce terme, il fallait démocratiser l'enseignement. Alors, c'est un projet global de réforme de l'enseignement, un projet global de réforme du système éducatif et il fut acclamé quand la commission Langevin, puis devenue Langevin-Wallon à la mort de Langevin, eh bien, il fut acclamé parce que tout le monde, c'était en 44, c'était la libération et tout le monde communiait dans l'idée qu'effectivement, étant donné comment dire, les sommités intellectuelles qu'on avait réunies pour cette commission, eh bien, ça ne pouvait que réussir. Sauf que quand la commission rend son rapport en 47, l'enthousiasme est passé et le projet sera mort-né, littéralement. Il faudra attendre des moments ultérieurs, notamment la réforme Berthoin en 59, la réforme Fouché-Capel en 63, la réforme Abi en 75, et enfin les déclarations d'un certain ministre au Japon, M. Chevènement, souvenez-vous, en 85 il me semble, quand il dit, eh ben, nous aurons pour objectif 80% d'une génération au baccalauréat. Tout ça procède de l'esprit du plan Langevin-Wallon. Et il faut bien mesurer que le plan Langevin-Wallon, ce fut un échec sur le moment, mais dans les esprits, le retentissement fut tel qu'il n'est pas un ministre aujourd'hui qui ne s'en réclame pas dès lors qu'il veuille réformer l'éducation nationale. Et c'est particulièrement vrai dans les années qui vont suivre la, comment dire, le tournant des années 50. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous lire un extrait du plan Langevin-Wallon pour en préciser l'esprit et les ambitions. L'enseignement doit donc offrir à tous d'égales possibilités de développement, ouvrir à tous l'accès à la culture, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. Bon, la justice doit entrer dans l'école, en quelque sorte, par la démocratisation de l'enseignement. Et la nation en sera grandie intellectuellement, et surtout culturellement. Plus encore, la démocratisation doit servir l'intérêt collectif en même temps que le bonheur individuel. Parce que, et je cite encore, l'enseignement mettra chacun à la place que lui assignent ses aptitudes pour le plus grand bien de tous. Alors cette vision nous paraît aujourd'hui complètement idéaliste, mais il faut se remettre dans les circonstances de l'époque. Dans les circonstances de l'époque, la France se relève du second conflit mondial, elle prend peu à peu conscience que son empire colonial l'a mis derrière en termes d'innovation, de modernisation, et elle observe bien qu'elle ne fait pas partie des puissances qui vont émerger à la faveur de cette seconde vague d'industrialisation. Et d'une certaine manière, la vision idéaliste répond à une demande, à savoir il faut moderniser l'économie française. Mais pour moderniser l'économie française, eh bien, il faut une population qui soit suffisamment éduquée, qui soit suffisamment instruite, qui puisse devenir cette fameuse main-d'œuvre qualifiée dont on a cruellement manqué dans les années 50. Bon, euh, il faut quand même revenir un instant sur cette notion de démocratisation, qui est d'abord entendue comme, bien sûr, enfin en tout cas présentée comme qualitative, mais les solutions apportées seront surtout des solutions quantitatives. Et c'est là où le bas finira par blesser, si je puis dire. Parce que quel était l'esprit de l'école républicaine, de l'école de Jules Ferry, dont certains enseignants vous parlent encore aujourd'hui avec la larme à l'œil? Eh bien, ce n'était pas une école qui visait l'égalité des chances. Non, ce n'était pas le sujet. Ce n'était pas non plus une école qui visait la démocratisation. Bien sûr que non. C'était une école de classe sociale. Et c'était très bien. Parce que l'objectif de Duruy, de Buisson, de Ferry, euh, ils ont souhaité le développement national de l'instruction, bien entendu, mais pour les conséquences morales et politiques qu'ils en espéraient. C'est-à-dire qu'il fallait éduquer massivement pour lutter contre la délinquance, pour lutter contre l'obscurantisme, pour lutter contre la réaction. Et certains ont pu dire, cette école fonctionne puisqu'après tout, on y entre
on va à la messe, on en sort, on ne va plus à la messe. On croit en la raison et la science. Mais les circuits de cette école étaient complètement, eh bien, imperméables les uns aux autres, si vous voulez. Ils étaient complètement fermés. Selon votre naissance, vous n'alliez pas dans les mêmes circuits. Avec l'école démocratisée, eh bien, c'est le contraire qui va se produire. On ira tous à la même école et ça culminera avec comment vous dire, le collège unique de la réforme Abi. Mais qui demandait la démocratisation? Il faut voir que plusieurs groupes la réclamaient. Plusieurs groupes qui n'avaient pas du tout les mêmes intentions. Dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50 et même jusqu'aux années 60 et 70 où il y aura un reflux, c'est-à-dire où on sera déçu de la, comment dire, de la démocratisation ou des effets qu'on en attendait, eh bien, tous les groupes qui la réclamaient n'avaient pas les mêmes ambitions. D'abord, il y a bien sûr l'institution scolaire, les agents de l'administration et les enseignants. Tous, eh bien, professaient l'égalité des chances, l'égalité de situation. Et la démocratisation devait répondre à ce principe d'égalité. Bon, beaucoup y ont adhéré par conviction. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Ces motivations cachaient des ambitions, cachaient aussi comment dire, des souhaits particuliers à cette corporation qui n'avaient rien à voir avec ses objectifs particulièrement généreux et idéalistes. Non, puisque en plaçant les revendications sous le signe de la démocratisation, ben, les enseignants, les agents de l'institution réclamaient plus de moyens. Il fallait plus de locaux, il fallait plus de recrutement, il fallait plus d'enseignants et surtout, puisque l'école devenait le lieu où tout le monde passait et devait donc être orienté pour être placé dans la société selon un idéal méritocratique, alors le capital culturel des enseignants, eh bien, était soudain valorisé, puisque eux, les enseignants, souvent, n'avaient pas le capital social ou le capital financier de la bourgeoisie à laquelle ils n'appartenaient pas, en tout cas pas tous. Eh bien, soudain, ils acquéraient un pouvoir. Et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y avait derrière les revendications des enseignants des intérêts corporatistes. En tout cas, c'est l'analyse d'un historien comme Antoine Pro. Je vous renvoie à ses écrits sur sa monumentale histoire de l'enseignement scolaire en France, et c'est très éclairant. Par ailleurs, à partir des années 50, quand on prend conscience du retard de l'économie française sur ses voisins, sur le Japon, sur d'autres pays émergents, sur les États-Unis, eh bien, la démocratisation va devenir une demande sociale, de l'opinion tout entière. Un consensus a existé. Il a existé longtemps et la déception sera d'ailleurs elle-même consensuelle au bout d'un moment. Mais enfin, il faut voir que les couches populaires, qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent un enseignement plus proche du primaire supérieur, j'expliquerai un instant ce que j'entends par primaire supérieur, plutôt qu'une démocratisation des humanités, ce qui était la formation de l'élite, parce qu'elle elle ne veut pas envoyer ses enfants dans l'aventure des longues études. Elle veut que ses enfants soient formés, instruits pour pouvoir trouver du travail rapidement. Et d'un autre côté, vous avez la droite d'affaires qui, elle, les milieux patronaux essentiellement, va souhaiter la démocratisation des formations techniques et technologiques parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée qui se tournera vers des professions spécialisées, techniques, etc. Le souci, c'est l'efficacité économique, on ne peut pas leur en vouloir. Et enfin, il y a bien sûr tout un courant intellectuel français qui se revendique de la gauche, de l'humanisme, qui lui se veut plus, ce sont les universitaires et les radicaux, essentiellement les politiques, le parti radical, qui eux se veulent plutôt inquiets d'un enseignement qui serait trop strictement utilitaire. Et c'est la vieille promesse de Victor Hugo, souvenez-vous, ouvrez une école, fermez une prison. Plus vous faites entrer d'enfants dans les écoles, moins vous aurez ensuite d'individus à envoyer dans les prisons. Bon, je ne suis pas en train ici de prêcher en faveur du plan Langevin-Wallon ou de l'esprit de la démocratisation, mais je vous livre, si vous voulez, l'état d'esprit de l'époque. Et pourquoi ce plan a eu un tel retentissement, pourquoi d'ailleurs, en dépit de son échec, il a été systématiquement repris comme une sorte de totem. Bon, quant au gouvernement français, aucun, je dis bien aucun, ne renoncera explicitement à la démocratisation. Non. Tous se suivirent et tous eurent le même souci d'accroître les moyens de l'école et surtout d'accroître le déploiement du réseau scolaire sur le territoire pour que toujours plus d'enfants entrent à l'école, ce qu'on appellera donc la démocratisation quantitative. Maintenant, si je puis me permettre, quelle était la situation initiale? Partons du début pour expliquer ce que ça a changé en vérité, que tant d'enfants, que les effectifs croissent, puisque c'est ça concrètement la démocratisation. Eh bien, le paysage éducatif au tournant des années 30, il y a
3 réseaux qui sont côte à côte, imperméables, ou presque, à quelques détails près. D'abord, il y a la filière secondaire, il y a la filière primaire, prolongée par le primaire supérieur, et la filière technique. La filière secondaire, c'est pour la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, l'aristocratie. Disons, c'est là où vous allez quand vous êtes un fils de bonne famille et que vous allez faire du latin pour pouvoir ensuite avoir le baccalauréat, pour pouvoir ensuite devenir cadre supérieur, avocat, ministre, que sais-je. Je caricature volontiers parce que je ne crois pas que ce soit le plus important, mais le détail. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser plus tard. La filière primaire et le primaire supérieur, c'est pour le gros de la population. C'est ce qu'on appelait l'école du peuple, l'école des instituteurs, puisque la filière secondaire, ce sont les collèges et les lycées avec leurs petites classes. Certains, les plus vieux, s'il y en a, se souviendront de la 11e jusqu'à la 7e qui précédait le collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Bon, bah, c'était les petites classes dans les collèges et les lycées. Ce n'était pas l'école du peuple, qui, elle, connaissait le cours préparatoire, le cours moyen, etc. Et cette école du peuple, c'était l'école de la majorité, l'école des gens qui, parfois peut-être, allaient très loin, jusqu'au certificat d'études. Le certificat d'études ne préparait pas au baccalauréat. C'était 2 examens complètement différents, 2 filières différentes. Et il y avait la filière technique, c'était l'enseignement agricole, l'enseignement industriel, l'enseignement commercial, l'enseignement ménager, qui vivaient en osmose et très étroitement liés au primaire supérieur, mais c'était quand même 2 secteurs assez différents. Et les contenus n'avaient rien de comparable. Tout cela, c'était des mondes différents. En vérité, votre naissance faisait que vous alliez soit vers le baccalauréat, soit enfin votre naissance, votre famille plus exactement, soit vers le baccalauréat, soit vers le certificat d'études, soit vers une certification professionnelle. Et si vous voulez, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup plus à dire, hein, mais notons que dès les années 20-30, l'école unique devient une idée, qui commence à faire florès, si je puis dire. Il y a un groupe d'universitaires en 1918, ils se feront appeler les Compagnons et ils ont connu les tranchées, ils ont connu la Somme, Verdun et cetera et ils en arrivent très sensibles à l'idée de fraternisation des classes sociales sous l'uniforme. Ils sont également très sensibles à l'idée de se creuser que l'école pourrait devenir pour faire du bon français, d'une certaine manière. L'école faisait déjà du bon français et l'exemple des poilus de 14 nous est donné pour nous rappeler la réussite, on le dit en tout cas, je vous laisse juge, de l'école française de l'époque. Mais l'école unique sera un mot d'ordre où tout le monde doit passer indépendamment de sa classe sociale. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que cette idée-là va être comme une musique de fond dans les années 20, dans les années 30 et même dans les années 40. Associons-la à ce qu'on appelle les classes creuses, qui est un événement qui va frapper la France dans les années 20, dans les années 30. Qu'est-ce qu'on appelle une classe creuse? En vérité, c'est tout simplement l'importance de la démographie qui fait que quand en 1915, 1916, 1917, les gens font beaucoup moins d'enfants, vient un moment où pour le recrutement des établissements scolaires, ça pèche, il y a un problème parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'année où la démographie chute, vous ne le sentez pas encore, mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard surtout, ça commence à pêcher. Et et le premier qui sera atteint, c'est le secondaire, c'est-à-dire l'enseignement enfin la filière secondaire, les collèges et les lycées. Pourquoi? Parce que quand en 1925 arrivent les enfants nés en 1915, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on a observé partout, mais particulièrement dans le secondaire, dans toutes les filières, mais surtout le secondaire, un tel déclin des effectifs qui a entraîné dans la France entière des risques de postes supprimés, un budget déficitaire. Et puis dans l'institution, alors vous allez croire que je tape beaucoup sur l'institution, mais d'une certaine manière il y a de quoi, puisque les supérieurs, les inspecteurs vous donnent une bonne note en fonction de ce que vous proposez, de ce que vous arrivez à recruter, de ce que vous arrivez à faire vivre vos établissements. Et vos établissements ne vivent pas si vous n'avez pas suffisamment d'enfants pour combler les salles de classe. Et donc, à partir de 1925 puis 1927, on va chercher à maintenir les effectifs à tout prix. Le primaire résiste à beaucoup mieux parce qu'il était beaucoup plus décentralisé, parce qu'il y avait des solutions, une certaine souplesse institutionnelle que ne connaissait pas le secondaire. Et c'est dans ce contexte que la gratuité progressive de l'enseignement secondaire est apparue comme la solution. Et donc là, j'ai quelques dates si vous voulez, mais en 1930, toutes les classes de 6e deviennent gratuites. Toutes les classes de 5e en 1931, et le budget de 1933 va généraliser la gratuité de toutes les classes du secondaire.
Ça n'aura pas vraiment d'impact, si vous voulez, sur quels enfants allaient dans le secondaire ou quels enfants allaient dans le primaire, mais ça permettait, si vous voulez, aux familles de pouvoir envoyer leurs enfants sans avoir à payer et donc, bah, aucune raison de ne pas les envoyer, notamment dans le secondaire. Bon, le remède fut modérément efficace et avant le plan Langevin-Wallon, j'aimerais bien vous présenter quelques-unes des tentatives pour pallier la pénurie des effectifs, parce que c'était surtout ça qu'on voulait pallier avant. Il n'y avait pas encore l'idée de moderniser l'économie. En vérité, les politiques et les intellectuels s'accordaient à penser que l'enseignement secondaire français était exceptionnel. Et ça, c'est un des grands travers de notre histoire, de notre pays en particulier. Moi, j'appelle ça un travers, mais certains pourraient y voir un fait culturel, tout simplement. On modèle notre école d'après les circuits qui produisent les élites. Et toute l'école, en vérité, se réfléchit, se pense, et même, j'ai envie de dire, se définit d'après les circuits qui aboutissent à l'élite sociale. Voyez aujourd'hui à quel point, eh bien, comment vous dire? Vos parents vous diront, «Tu choisiras le bac que tu veux, mais surtout tu choisiras le bac S. Puis tu feras les études que tu veux, mais surtout la classe prépa» et puis et cetera. Bon, enfin bref. Toujours est-il qu'on a, dans les années 30, on reproche aux instituteurs du primaire et primaire supérieur de garder leurs bons éléments et de ne pas leur permettre d'aller par des voies détournées, quelques-unes existaient, vers le secondaire. Il faut savoir que c'était surtout les familles qui rechignaient à envoyer leurs enfants dans le secondaire. Parce que c'était une aventure et puis parce que quand vous êtes, enfin, que vous êtes artisan, vous êtes paysan, vous êtes commerçant, vous n'avez pas nécessairement besoin que votre enfant apprenne le latin et surtout s'engage dans des études qui sont plus longues que le primaire supérieur. Bon, en 1925 d'ailleurs, un point que j'ai relevé, l'unification du concours des bourses nous fait constater que le choix des lauréats vers le primaire supérieur est largement supérieur au choix vers le secondaire. C'est-à-dire qu'on va, même quand on ouvre toutes les portes, on unifie le concours des bourses, on l'ouvre à tout le monde, eh bien, on préfère aller dans le primaire supérieur. Et bon, on aurait dû être sensible à cette situation, on ne l'a pas été, si bien que, eh bien, pour tout vous dire, on a permis au collège, donc à l'enseignement secondaire, de s'adjoindre des classes du primaire supérieur. C'est une solution qui a été instituée par Édouard Herriot en 1927 pour endiguer la crise du recrutement, parce qu'il fallait maintenir à flot les collèges. Parce que quand on commence à fermer trop de classes dans un collège, l'établissement coûte trop cher, on le ferme. Et après, c'est tout un pan de la société qui, localement, on va dire, disparaît et s'effondre. Bon. Ce qui se passe, vous avez peut-être entendu parler de lui il y a quelques années, mais parlons-en, Jean Zay. Jean Zay, en 1930, à la fin des années 30, donc, est un jeune radical, il ne vient pas du monde enseignant, et il sera ministre de l'Éducation nationale entre 36 et 39, une période assez troublée, vous en conviendrez. Il dépose pardon, un projet de loi en 1937, et ce projet prévoit l'unification totale de l'école primaire, plus exactement de l'école élémentaire, c'est-à-dire de tout ce qui précède la sixième. Ça prévoit également explicitement la disparition des petites classes dans les lycées et l'obligation de passer le certificat d'études avant d'entrer dans le secondaire. Bon, autant vous dire que les résistances ont été telles que la seule chose que le projet de Jean Zay a su maintenir, d'une certaine manière, a su assurer, c'est la prolongation le 9 août 1936 pour un an de plus de l'obligation scolaire. Mais il y eut également une réforme dont on parle assez peu, en tout cas quand on parle de ce sujet, mais qui me semble particulièrement importante, c'est la refondation du ministère, c'est-à-dire on l'a réorganisé, ce ministère, pour orienter vers une approche beaucoup plus globale des enseignements dans l'esprit de l'école unique. Les directions du primaire et les directions du secondaire, qui étaient deux branches associées au ministère, eh bien, allaient devenir direction du premier degré et du second degré. Et là, on prépare administrativement le chemin vers l'école unique. Bon, par ailleurs, il y a eu aussi quelque chose qui est plus discret, mais dont les effets à long terme se mesureront rapidement, c'est que on va décider à partir de ces années-là que le programme du premier cycle aurait pour programme le même programme que le premier cycle du secondaire. C'est-à-dire que tous les cycles, finalement, primaire et secondaire, le premier, pardon, même programme, donc mêmes enseignements, donc même formation à la suite. Bon. Cependant, vous vous en souvenez peut-être, mais l'ensemble de ces réformes ne purent aller au bout, ce fut même un échec et le 3 septembre 1939, il abandonne, on peut le souligner,
il abandonne volontairement son portefeuille de ministre pour aller rejoindre son régiment. Et certains ont pu expliquer qu'il constatait, enfin certains dans leurs mémoires ou dans des lettres ont écrit qu'il constatait l'échec finalement de son projet. Et de toute façon, autant vous dire qu'en 1939, la préoccupation n'est plus du tout à une réforme de l'éducation nationale. Paradoxalement, c'est le régime de Vichy qui allait poursuivre les projets du ministre Z. Jacques Chevalier, lui, va supprimer les écoles normales. Les écoles normales, c'est là où on forme les instituteurs. Eh bien, il les supprime et il exigera des instituteurs le baccalauréat pour rapprocher leur formation des enseignants du secondaire. Ça aussi, c'est important, puisqu'alors on s'achemine vers l'idée d'une profession uniforme. Il n'y a plus des enseignants pour le primaire, des enseignants pour le secondaire. Non, il n'y a que des enseignants. Son successeur, monsieur, je crois, Jérôme Carcopino, j'avais son nom, mais son prénom me revient. Lui, il va instaurer de nombreuses mesures qui seront abrogées à la Libération, mais quelques-unes furent conservées. Et alors, tenez-vous bien, parce que en transformant les écoles primaires supérieures en collèges modernes et les écoles pratiques de commerce et d'industrie en collèges techniques, il a fait un bond en avant en direction du collège unique. Or, pour ceux qui savent un peu, Jacques Chevalier, Jérôme Carcopino, régime de Vichy, c'est pas tout à fait l'esprit de la réforme Abi, voyez. Mais néanmoins, cette transformation qui passait pour une simplification administrative allait grandement faciliter, quoi donc? Eh bien, l'uniformisation de ce qu'allait devenir le collège unique. Un nouveau corps de professeurs était créé, on crée l'ancêtre du CAPES, le CAPES c'est le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. On a créé pour ça donc un premier concours qui allait disparaître et être transformé en CAPES. L'objectif, c'était quoi? Eh bien, désenclaver le primaire supérieur qui débouchait désormais sur le baccalauréat, notamment en mathématiques. Retenez bien ceci. Pourquoi la place des mathématiques allait devenir de plus importante comme outil de sélection? C'est là que ça commence. Parce que justement, pour les collèges d'enseignement technique et les collèges d'enseignement généraux, eh bien, l'une des options, c'était un baccalauréat de moindre importance sociale que les humanités, le latin, le français, la philosophie, mais néanmoins, le baccalauréat des mathématiques. C'est là que ça commence. Et Carcopino, lui, peut-être qu'il pensait terminer la concurrence du primaire et du supérieur pour consacrer, du primaire supérieur pardon, et du secondaire, pour consacrer la vitalité du secondaire, de cet enseignement secondaire pour lequel on avait beaucoup de déférence. Mais c'était sans compter la demande sociale des familles qui ont suivi le primaire supérieur, là où il s'est transformé. Et les réformes engagées par le régime de Vichy en matière éducative allaient conduire la démocratisation dans la voie qu'elle a suivie, c'est-à-dire une voie quasi exclusivement quantitative. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que le plan Langevin-Wallon, qu'est-ce qui fait que son succès n'a pas été... Je pourrais revenir dans les détails, si vous voulez, sur ce que prévoyait le plan, qui était très ambitieux à long terme, mais très modeste à court terme. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui a fait son retentissement. C'est qu'il était conscient qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, si vous voulez, et qu'il fallait ménager des objectifs. L'un des gros objectifs, c'était la fin de la scolarité à 18 ans, mais pas tout de suite. Il faut laisser le temps de s'adapter. Il fallait construire énormément de locaux avant d'arriver à ce résultat et recruter beaucoup de maîtres. Donc c'était un plan qui était vraiment très bien pensé. Et d'ailleurs, quand René Capitan, le 8 novembre 1944, institue la commission, il a certainement tout ça en tête. Il sait à qui il confie son dossier. Mais le plan fut un échec, tout simplement. Pour ambitieux mais réaliste qu'il fut, eh bien, en 1947, c'est le temps des pénuries, le projet est donc condamné d'avance. Bon, Langevin, Wallon, Pierron, Dury, Georges et Gall, ce sont des gens dont vous n'avez probablement jamais peut-être entendu parler, mais néanmoins, dites-vous qu'à l'époque, ce sont des sommités, ce sont des sommités intellectuelles qui ont prétendu, comment dire, réunir dans leur projet 2 courants réformateurs, l'école unique pour les structures, l'école nouvelle pour la pédagogie. Et c'était certainement de belles paroles, bien écrites. Elles restèrent lettres mortes. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous voulez, une impression de maximalisme rapidement se dégagea et eh bien, les corporatismes rivaux et l'impression peut-être que le moment était passé et que d'autres préoccupations
occuper les gouvernements ont fait que le plan n'était pas recevable en l'état. Et puis rappelez-vous, c'est la 4e République, une forte instabilité gouvernementale et institutionnelle compromettait beaucoup, beaucoup des réformes. L'éducation ne fut que l'une d'entre elles. Reste que la démocratisation sera rampante. Elle sera rampante parce que dès 1945, la scolarisation des adolescents progresse. Et ça, c'est important. L'enseignement secondaire va se stabiliser, les classes de 6e ne vont plus connaître que des fluctuations assez insignifiantes dans un premier temps, mais des changements vont opérer. Et des changements vont opérer notamment dans ce qu'on appelle les cours complémentaires. Les cours complémentaires, pour faire simple, ce sont les cours qui accompagnaient la fin du primaire supérieur. Si vous voulez, on observe globalement que pour des classes d'âge en diminution, il y a de plus en plus d'enfants dans ces cours complémentaires. C'est donc que la scolarisation progresse. Et c'est donc que la démocratisation est en cours. Quantitative, on ne change rien pour le moment du point de vue des structures, on est encore à la fin des années 40, mais ça progresse. Et d'ailleurs, dans l'enseignement technique, parce qu'on a besoin d'une main-d'œuvre technique, eh bien, les progrès sont encore plus évidents. Les centres d'apprentissage, ils n'existaient pas avant-guerre. Eh bien, ils ont connu un développement rapide. Je voudrais mettre pour vous en perspective quelques ordres de grandeur. Après-guerre, en 1938, par rapport à 1938, si vous voulez faire un ratio, d'une certaine manière, on peut constater que par rapport aux effectifs normaux, on accueille dans les formations professionnelles et techniques près de 175 000 élèves de plus, ce n'est pas rien. Dans les cours complémentaires, on accueille 100 000 élèves de plus, alors que dans les collèges et les lycées, c'est assez stable. Il y a une progression, mais elle est beaucoup plus lente et beaucoup plus imperceptible. C'est que l'effort de l'État suit la demande des familles, et la demande des familles répond aux besoins de l'État. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ces progrès quantitatifs, pour le moment, s'insèrent parfaitement dans les structures déjà existantes. Je parle ici des différentes filières proposées. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, à la fin des années 40, eh bien, la transformation des écoles publiques supérieures en établissements du secondaire, réforme de M. Carcopino, a permis à beaucoup d'enfants d'ouvriers, d'artisans et d'agriculteurs d'entrer dans les collèges et les lycées modernes pour se préparer au baccalauréat moderne. La proportion demeure stable, mais c'est déjà un début. Et jusqu'en, voilà, la date est là, 1955-1956, jusque-là, la démographie diminue, mais les effectifs du secondaire augmentent, et notamment à partir de la rentrée 1951. L'examen des données dont on dispose, eh bien, c'est saisissant. La population scolarisable décroît jusqu'en 1955, moins d'enfants arrivent, et pourtant, la population scolarisée dans le secondaire augmente. On opère une transition, une première transition. Bon, ça ne s'accompagne pas encore de progrès particulièrement sensibles dans le changement de l'origine sociale des élèves dans le secondaire, mais néanmoins, les faits sont là. Puisque, en vérité, les inégalités sociales vont se maintenir. Je précise ici qu'on parle d'inégalités parce que nécessairement dans le milieu scolaire, vous êtes obligé, dès qu'il y a une différence, de faire une hiérarchie. Bon. Et à ces inégalités sociales s'associent également des inégalités géographiques. J'y reviendrai dans les questions si vous voulez. C'est assez fascinant de voir que on peut faire une différence entre la France de l'Ouest et la France de l'Est, et la France du Nord et la France du Sud. Les cartes sont très amusantes. Mais un consensus va commencer de naître, je vous en ai parlé. Il faut démocratiser l'enseignement, il faut une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a pris conscience dès les années 50 qu'on est en retard, il faut se moderniser. Et puis pour construire le marché commun, il faut une population prête, une population éduquée. Et partant, allonger la scolarité semble une réforme intéressante. Rien de tel pour augmenter le niveau. On essaiera, on y échouera. Dans les années 50. Il faut multiplier les filières techniques, les filières pratiques. Oui, mais le problème, c'est que ces filières coûtent très cher. Et il est beaucoup plus simple, eh bien, de laisser multiplier les filières générales. Et ça, retenez-le, parce que ça aura, nous sommes dans les années 50, quelques 18 ans plus tard, ça aura beaucoup d'importance. En 1955, Berthoin, qu'on retrouvera en 1959, mais là, on est en 1955, Berthoin, dans un projet, l'affirme. Je vous prends la citation. Le progrès technique entraîne la déflation des besoins en main-d'œuvre pour les activités primaires et secondaires, et l'inflation des besoins en main-d'œuvre pour les activités tertiaires.
C'est une sorte d'idée qui vient qu'on voit les pays ateliers, qui émergent, l'Inde, la Chine, les États-Unis sont encore un atelier et on se dit: «Nous, vieille Europe, nous n'avons pas besoin d'être l'atelier du monde. Nous n'avons pas besoin de bras dans l'industrie ou dans l'agriculture. Nous pouvons être cette société de la connaissance». Alors le terme est anachronique, vous aurez reconnu tous les papiers qui ont été écrits sur le traité de Lisbonne, souvenez-vous, il y a un peu plus d'une décennie maintenant, il me semble. Eh bien, oui, les gouvernements successifs dans les années 50, sans surprise, ont dégagé des moyens supplémentaires pour accroître les capacités d'accueil des établissements du secondaire. Pourtant, ces moyens étaient bienvenus, mais sans changement de structure. Eh bien, dès 1953, le directeur de l'enseignement secondaire, hein, c'est M. Charles Brunold, eh bien, il avait prévenu, il avait rendu un rapport où il expose que très clairement, l'enseignement secondaire ne pourra pas structurellement répondre aux besoins de la nation en dépit des moyens toujours plus grands qu'on lui accorde. Et ici, on observe sur la longue durée l'effet des réformes de 41-42 qui ont détourné au profit de l'enseignement secondaire la demande générale qui, naturellement, se portait vers le primaire supérieur. Alors, bien sûr, c'est là qu'on observe ce qui a pu être décrit et le terme de massification en dérive. On a transformé le secondaire en lieu d'enseignement de masse, alors qu'il n'était ni prêt ni désireux de devenir un lieu d'enseignement de masse, puisqu'il se voyait comme le lieu de l'enseignement pour l'élite. Une solution aurait été de développer beaucoup plus généreusement l'enseignement technique et de mettre un terme définitif à la concurrence entre primaire et secondaire. Le plan Langevin-Wallon pensait avoir trouvé la solution, mais comme on le sait maintenant, vous le savez, ce fut un échec. C'est un dernier projet avant la grande réforme Berthoin, le projet Billère en 1956, eh bien, va tenter de trouver des solutions, mais l'affrontement corporatiste, je pourrais y revenir, hein, dans les questions si vous voulez, entre les enseignants du primaire, les instituteurs pour le dire simplement, et les professeurs de collège et lycée, eh bien, un affrontement corporatiste va empêcher complètement les solutions d'émerger et voire d'être appliquées. Puisqu'en vérité, il y avait une lutte pour les places. Qui allait se saisir du début du premier cycle de l'enseignement secondaire? Qui allait se saisir du collège? Est-ce que c'était des instituteurs ou est-ce que c'était des enseignants, des professeurs de lycée? Souvent des agrégés à l'époque. Les instituteurs, eux, se déclaraient proches du peuple. Donc, souvent, ils en étaient issus, donc beaucoup plus conscients des besoins des familles. Quant aux agrégés, aux professeurs de lycée et aux professeurs du secondaire, ils détenaient le capital culturel, ils étaient l'élite intellectuelle de la profession, ils ne supportaient pas qu'on touche à leur prébende. Et d'une certaine manière, on peut les comprendre. Bon, euh, la mortalité infantile diminue et entre 1957 et 1961, la scolarisation augmente de façon massive. En vérité, il y a tellement d'enfants qu'on commence à prendre peur. L'effectif, pour tout vous dire, en 61 est supérieur de près de 43% à celui de 1957 et de 50% à celui de 1956. Donc c'est vraiment que ça augmente beaucoup. Et l'enjeu, c'était l'accueil de cette population d'enfants. Il faut en faire quelque chose. Et il faut en faire quelque chose dans le sens de de la modernisation de l'économie. Bon, l'effort était massif et il a été entrepris assez vite. Bon, l'échec du projet Billère était encore dans les esprits et c'est pourquoi, en 59, M. Berthoin, lui, il a joui d'une certaine manière d'une situation politique particulièrement favorable. Je m'y arrête un instant. Il va attacher son nom à la réforme et surtout, il va profiter des mécanismes institutionnels de la Ve République pour pouvoir mettre en œuvre sa réforme. Et comme par ailleurs, les enseignants, du primaire comme du secondaire, les instituts comme les profs, ne sont pas la clientèle électorale du gouvernement, puisqu'ils sont plutôt proches de la SFIO, du Parti communiste, ils sont même méfiants à l'égard du nouveau régime, c'est à eux qu'on devra les comparaisons, plus exactement les accusations en fascisme, etc., du nouveau régime, eh bien, cette nouvelle République ne cherchera pas leur soutien. Et les réformes, par ailleurs, s'enchaîneront. Berthoin en 59, Fouché-Capel en 63. Alors que se passe-t-il dans la réforme Berthoin? Premièrement, on prolonge l'obligation scolaire de 2 ans. On la porte à 16 ans pour les enfants qui auraient 6 ans à partir de 1959. Et ça, c'est particulièrement important, parce qu'il faut bien enseigner quelque chose à ces enfants. Et à partir de 16 ans, on est déjà dans le cadre des programmes de l'enseignement du secondaire. 3 filières vont être instituées d'ailleurs dans le secondaire. D'abord, l'enseignement général long, classique.
ou moderne ou technique, qui est héritier comment dire, des établissements du secondaire un peu anciens où on enseignait les humanités et également héritier des collèges techniques. Il y a ensuite l'enseignement général court. Pour les collèges d'enseignement général, en gros, on a transformé les cours complémentaires en des cours du secondaire. On a changé le nom, sans forcément changer ce qui s'y enseignait d'ailleurs. Et enfin, il y a l'engagement professionnel qui vient perpétuer les centres d'apprentissage, mais là encore, ça coûte cher, et donc ce seront les parents pauvres de la réforme, puisque trop de moyens étaient nécessaires, et il est beaucoup plus facile d'ouvrir une filière littéraire que d'ouvrir une filière technique. Ça, c'est de tout temps. Cette réforme, certains l'ont accusée d'être trop timide, et effectivement, on pourrait considérer qu'elle ne change pas grand-chose. Mais la Ve République, qui veut se donner l'image d'un dynamisme réalisateur, va se donner les moyens, justement, de faire que cette réforme aille dans le bon sens et aille dans le sens des faits perceptibles. Par l'intermédiaire du plan, on en reparlera un peu, et de l'aménagement du territoire surtout, le gouvernement eut les mains libres pour répondre librement et de façon décisive, aux sollicitations des territoires. Finalement, là où il y avait besoin d'établissements, on a pu les construire. Mais surtout, comme la réforme manquait d'une orientation, elle parut insuffisante. Et une deuxième arriva en 1963, la réforme Fouché-Capel, du nom des deux personnes, des personnes très énergiques d'ailleurs, leur biographie est assez passionnante. Bref, 63, décret du 3 août, paf, la période d'observation qu'on avait instituée dans le secondaire, c'est-à-dire une période d'orientation, de préorientation, elle devient, non plus d'une seule année, elle devient de 4 ans. Et c'est là qu'apparaissent la 6e, la 5e, la 3e et la 4e, telle que nous la connaissons à peu près aujourd'hui. 6e et 5e, c'est l'observation. 3e et 4e, enfin 4e et 3e, c'est l'orientation. C'est là où on décide de votre avenir, d'une certaine manière. Et tous les enseignements de ce niveau vont être regroupés dans des établissements autonomes. Les collèges d'enseignement secondaire, en parallèle, des collèges d'enseignement général, qui préexistaient. Les classes de fin d'études primaires dont je vous ai parlé, les cours complémentaires vont être supprimés. Et leurs élèves, où vont-ils aller? Eh bien, dans ces collèges nouveaux. En fait, on misait tout sur l'orientation. On se disait, bon, on va mettre tout le monde dans ces enseignements, dans ces établissements, et il y aura un travail d'orientation pour pouvoir répartir à chacun selon sa place et selon ses aptitudes, l'idéal méritocratique. On verra sur quoi cet idéal méritocratique a achoppé. Mais l'illusion était grande, parce qu'en vérité, les filières sont restées imperméables comme l'eau et l'huile les unes aux autres. On a entré en 6e dans la filière classique et on y restait. On entrait en 6e, on observait un peu, mais si on commençait par une filière technique, on restait dans la filière technique. Cette réforme n'eut donc pas tant d'effet que ça sur l'orientation, mais elle introduisit une modification radicale du système éducatif. Car l'école primaire s'arrêtait désormais au cours moyen 2e année, le CM2, et les filières techniques ne recrutaient qu'à l'issue de la 3e. Cette classe devenait donc le palier principal d'orientation des élèves pour longtemps, et au lieu, après le CM2, d'aller vers le certificat d'études et de s'insérer professionnellement rapidement, on devait passer par le collège. Bon, des résistances furent assez nombreuses, je passe un peu sur ce détail parce que ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut voir, c'est que ces deux réformes, Berthoin et Fouché-Capel, ont accompagné la démocratisation quantitative, et en fait, ce fut des succès, puisque le premier cycle d'enseignement général, dont nous venons de parler, va accueillir au début des années 70, j'ai le chiffre, près de 3/4 des enfants d'une génération. 12 ans plus tôt, au moment du décret Berthoin des premiers, eh bien, c'était seulement 47%. Vous voyez, il y a un rapport assez évident. Et d'ailleurs, d'énormes moyens furent mis à la disposition de la réforme, puisque l'opinion générale s'y montrait favorable, la période était à la croissance, aucune raison. D'autant plus que le 4e plan publié en 1961, je l'ai relevé, c'est intéressant, conclut, c'est écrit, on peut le retrouver, sur le retard de la France qui formerait en 1970 moins de diplômés par rapport à sa population que l'URSS en a formé en 1960. Bon, pour vous dire l'importance que le plan a pu jouer dans le caractère visionnaire de certaines réformes, en tout cas prétendu visionnaire de certaines réformes. Bon. D'ailleurs, l'évolution du budget de l'éducation nationale montre une croissance assez régulière jusqu'en 1965. C'est-à-dire qu'entre 1958 et 1964, la part du budget ne cesse d'augmenter. Et elle commence à peu près moins de 10%,
elle se termine à 16,3. Ce n'est pas rien et c'est même plutôt quelque chose qui a été souligné comme, assez, honorable de la part des gouvernements. Puisque, c'est toujours bien quand vous investissez pour l'éducation nationale, vous investissez pour les enfants. Si vous investissez pour les enfants, c'est pour l'avenir et cetera. Et d'ailleurs, bon, et quand même, il faut replacer les choses dans son contexte. Les mécanismes font que le budget est annuel, mais les projets de construction ne sont pas annuels. Donc c'est très compliqué et ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de 1964, l'institution scolaire va recevoir davantage d'argent, mais surtout, après quelques simplifications administratives, elle va pouvoir le dépenser beaucoup plus facilement, efficacement et entièrement. Et l'effort d'équipement va devenir plus régulier, ce qui va encore accroître la hausse des effectifs. Une meilleure gestion d'ailleurs va limiter les reports pardon, de crédit inutilisés et on a plus d'argent, donc on peut l'utiliser davantage. Bon, ce qu'il faut voir cependant, c'est qu'en comparaison de ce que le plan préconisait en termes de moyens, l'éducation nationale à cette époque, quand bien même la part dans le budget augmente, n'eut jamais autant qu'elle aurait dû recevoir d'après le plan. Et ça, c'est quelque chose d'assez important aussi. Parce qu'il faut voir que les plans, comment dire, elle a construit les locaux nécessaires, elle a organisé le ramassage scolaire, bien sûr, mais ça a toujours été fait avec économie, avec parcimonie et parfois même des économies de bout de chandelle. J'ai retrouvé une circulaire du 10 septembre 1964 qui suggère d'augmenter la capacité des internats en s'équipant de lits superposés. Ça peut nous paraître anodin, mais ça témoigne, si vous voulez, de ce que l'époque avait besoin d'énormément pour accueillir. Enfin, en gros, le réseau scolaire avait besoin d'énormément de moyens pour être à la hauteur de ce qu'on prévoyait pour lui, parce que je pourrais revenir sur sur ce que le plan exigeait en termes de sortie, à la sortie, combien de diplômés, combien de licenciés, combien de bacheliers, combien de CAP, etc. Mais pour pouvoir former tous ces gens, ben, il fallait des moyens. Et les moyens sont arrivés, mais n'ont jamais été suffisants. Et puis après, eh bien, la démocratisation, on a parlé ici du collège, de comment ça s'est passé, comment les effectifs ont augmenté. Eh bien, il fallait bien qu'un jour, ça touche les lycées et même les universités. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est que l'expansion rapide correspond à une période de prospérité économique. La hausse générale du niveau de vie et de la richesse collective a fait naître une demande sociale. Peu à peu, la population et même les couches populaires ont réclamé que leurs enfants entrent au lycée. Et alors qu'on s'inquiète de tous les côtés dans les années 50 et dans les années 60 de ce que la France forme trop peu de scientifiques, eh bien, la série mathématique qui devient la série C pour le baccalauréat en 1975, 5, pardon, en 1975, 5, elle ne fournit plus que 15% des bacheliers en 1968, alors qu'elle en fournissait beaucoup plus du quart, un peu plus du quart, pardon, entre 1958 et 1962. Donc il y a de plus en plus de bacheliers, mais de moins en moins de bacheliers issus de la série C. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie, mais ça signifie que oui, on distribue beaucoup plus le baccalauréat, mais pas nécessairement le baccalauréat dont l'économie, en quête de modernisation, aurait besoin. Je ne reviens pas sur l'histoire du baccalauréat, mais elle témoigne, si vous voulez, de ce que la démocratisation a été surtout quantitative et non pas qualitative. En tout cas, pas d'après les objectifs du plan Langevin-Wallon, qui est ce Graal dont je vous ai parlé, à savoir, il y aura des places, il y aura des diplômés, et bien hop, une harmonie se fera. Non, ça c'est l'une des illusions qu'on aura balayées, je l'espère, à l'issue de mon intervention. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est que l'injonction à la simplification a gagné, a gagné l'ensemble du système en accompagnant la démocratisation. Parce qu'on pensait qu'en rendant les choses beaucoup plus simples, on accueillerait beaucoup plus, et alors il y aurait, comme par magie, pardonnez-moi l'expression, une sorte d'harmonisation générale. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans les universités, pour tout vous dire, euh, eh bien, les effectifs ont doublé entre 1960 et 1965. Et en 1975, on compte 800, là j'ai le chiffre, 811 300 étudiants à la rentrée. Les effectifs ont été multipliés par à peu près 3,77 en 15 ans. Mais la part des littéraires augmente. Les facultés de lettres accueillaient moins d'un étudiant sur 4 en 1945. Ce sera plus du tiers en 1967. Les facultés de sciences croissent moins vite, et ça va inquiéter d'autant plus les pouvoirs publics, car on y enseigne non pas des sciences appliquées, mais des sciences pures. D'ailleurs, pour ça qu'en 66, on va créer les instituts universitaires de technologie. Mais je n'y reviens pas. Bref, comme, contrairement au primaire et au secondaire, l'enseignement supérieur ne peut pas s'en remettre aux enseignements suivants pour éponger les difficultés qu'il rencontre, alors il y aura une vague de simplification, là aussi, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur.
avec, comment vous dire? On a pensé à allonger globalement la scolarité, on a pensé que la forte croissance des effectifs serait lissée dans le temps, mais bon. En réalité, ce qu'il faut bien retenir, c'est l'esprit des réformes. Pour accueillir des centaines de milliers d'étudiants, l'enseignement secondaire a dû se secondariser. Il a dû devenir plus scolaire. Et dans un tel contexte, alors que le premier cycle s'établissait dans des structures stables, le second cycle et le lycée essentiellement, et l'enseignement supérieur se trouvèrent bousculés par la préparation des effectifs à laquelle ils n'étaient clairement pas préparés, ni structurellement ni intellectuellement. Et finalement, dans ces circonstances, eh bien, sont survenus les événements de mai 68. Et les têtes pensantes de ces événements n'ont ni posé ni résolu la question demeurée dans le silence, à l'ombre de la démocratisation scolaire. Parce que pendant tout ce temps, vous devez bien vous poser cette question. Quelle place dans la société française pour tant de bacheliers et pour tant d'étudiants? La question, je crois qu'on se la pose encore aujourd'hui, mais dans des circonstances différentes. Alors, je vais amorcer la fin de cette présentation en vous parlant de la déception qui a déferlé sur les milieux intellectuels français après mai 68, dans les années 70, au moment même où on va finalement observer que la démocratisation, en termes de hausse des effectifs, va plafonner. Car en effet, mai 68, on se pose beaucoup de questions. La discipline est-elle trop autoritaire? Faut-il traiter les adultes comme des enfants et les enfants comme des adultes? Très bien, c'est très bien. Mais la démocratisation, finalement, on n'en questionne pas encore les effets sur l'institution et sur, la population en général. Si vous prenez, comment dire, les obstacles, d'une certaine manière, à une démocratisation, on va dire, pleine et entière, quelques-uns ont été remarqués. Déjà, matériellement, ça coûtait très cher, ça coûtait trop cher. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand bien même il y a eu une vraie démocratisation, donc malgré les obstacles, la société a changé. Et pourtant, vous avez tous probablement en tête 1964, les héritiers de Bourdieu, et Bourdieu, qui s'intéresse à l'école d'avant d'une certaine manière, va vous expliquer qu'un fils de cadre supérieur a une chance sur deux de faire des études, alors qu'un enfant d'ouvrier a 1,4 chances sur 100. Et ça, c'est l'école qui le produit. Ça sera repris, cette comparaison va être reprise, et tous les chiffres de Bourdieu d'ailleurs seront connus des agitateurs de mai 68, bien évidemment. Sauf que ils vont le reprendre en allant beaucoup plus loin que Bourdieu et Passeron dans Les Héritiers. L'école, en vérité, une fois passé mai 68, une fois dans les années 70, où les effectifs ont augmenté partout et on s'achemine lentement vers le collège unique, réforme Abi, et puis après, bon, la scolarité telle que la plupart d'entre vous vont la connaître. Bah, l'école deviendra le coupable idéal, parce que la démocratisation n'a pas tenu ses promesses. Je crois que c'est au début des années 70, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est au tout début des années 70, en 71 peut-être, Ivan Illich publie Un monde sans école, ou Une société sans école. Mais il faut lire ce livre pour comprendre ce que c'est que la solution proposée par ceux qui sont des grands déçus de la démocratisation. Il faut déscolariser la société. Il faut que ceux qui ont envie d'apprendre se mettent spontanément en rapport avec ceux qui savent. Bon, l'accent est volontiers libertaire. Mais la critique, elle n'est pas anecdotique. Parce que Bourdieu et Passeron vont récidiver avec la reproduction. Après les héritiers, il y a la reproduction. Et ils vous expliquent qu'il n'y a pas de système scolaire sans reproduction. Et la démocratisation scolaire, en vérité, elle est un leurre. Elle n'est que formelle. On proclame l'égalité, mais en vérité, les inégalités se perpétuent. Sauf qu'au lieu d'être désigné par la naissance, comme dans l'école ancienne, vous étiez fils d'ouvrier, vous deveniez ouvrier comme votre père, mais vous sortiez avec le certificat d'études de l'école du peuple, eh bien cette fois-ci, c'est l'école qui crée ces inégalités, parce que l'école, l'égalité des chances, fait que, bon, bah, c'est un peu comme Roland-Garros. La comparaison, alors elle est anachronique, mais vous connaissez certainement cette plaisanterie. Tout le monde a ses chances à Roland-Garros, mais à la fin, c'est Nadal qui gagne. Bon, après, je passe sur, comment dire, le livre de Baudelot et Establé en 1972, L'école capitaliste en France, où là, c'est la critique marxiste orthodoxe de la question. La société est divisée en deux classes, la bourgeoisie et le prolétariat, et donc l'école reproduit la classe des dominants et prépare la classe des dominés. Ce pas des critiques qui sont inintéressantes, d'ailleurs, parce qu'effectivement, intellectuellement, il n'y avait pas, si vous voulez, de doute. La démocratisation allait faire rayonner la justice et l'égalité. Et pourtant, on s'est rendu compte que non. Quelque chose s'est passé qui fait que ce n'est pas parce qu'on a fait entrer tout le monde à l'école que tout le monde en est sorti, grandi, vainqueur, etc. La démocratisation aura eu pourtant des effets pervers par là où elle a opéré.
Premièrement, la grandeur et la décadence des diplômes français. Si vous voulez, je vous parlais du plan, mais le plan, le cinquième, dans les années 60, le cinquième plan était très ambitieux en termes de diplômes exigés à la sortie. Mais tous les diplômés français à partir des années 68, 69, puis 70, puis après, en vérité, ils ont connu de graves revers sur le marché de l'emploi parce que la qualification de leurs emplois n'a cessé de se dégrader. Comme si les besoins de l'économie avaient été surestimés et comme si l'apport de la promotion interne dans les entreprises avait été sous-estimé. Une comparaison pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. En 1962, un individu avec un diplôme supérieur au baccalauréat trouve souvent un emploi de cadre supérieur, et seulement ensuite un emploi de cadre moyen en termes de proportion. Ben, c'est l'inverse en 1975, pour vous dire que le diplôme a perdu de sa valeur. Et effectivement, on dit souvent en France, il y a une espèce de, comment dire, de vénération du diplôme. Mais oui, parce que c'est un peu le baccalauréat et en est l'exemple type. Demandez à n'importe quel lycéen, il vous dira oui, le baccalauréat, on sait, ça sert à rien. On n'arrive à rien. Mais sans lui, on peut, c'est encore pire. Donc partant de là, la pyramide des qualifications scolaires, d'une certaine manière, ne s'est jamais ajustée à la pyramide des emplois. Et ces 2 structures d'ailleurs, est-ce qu'elles pouvaient s'accorder spontanément? Moi, je ne crois pas. Parce qu'une entreprise ne recrute pas un cadre comme un étudiant décide de poursuivre ses études. Et ça a produit ce malaise bien français des voies royales et des voies de garage. C'est ce que je vous disais au tout début. J'y reviendrai dans les questions si vous voulez, mais on modèle notre pensée vis-à-vis de l'école d'après la voie royale qui mène aux meilleures études, aux meilleurs postes, enfin aux meilleures places sociales à la fin. Donc les grandes écoles. Contrairement aux universités, j'ai des chiffres assez intéressants, mais contrairement aux universités et les grandes écoles, oui, elles ont aussi vu leurs effectifs augmenter, mais elles ont maintenu le caractère très sélectif de leur filière. Donc, il y avait moins de gens que dans les universités. Et effectivement, si vous voulez des postes de direction, de bons postes dans la société, vous allez faire Polytechnique. À l'époque, vous alliez faire les mines, vous alliez faire Centrale. Personne n'allait en fac de lettres. Personne n'allait en fac de psychologie. Et d'ailleurs, si on veut bien réfléchir un instant, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans une société, dans une France, qui produit 4000 psychologues par an? Je ne suis pas certain. Moi, je me souviens d'un professeur d'histoire qui disait à ses étudiants en histoire, il y en a peut-être un parmi vous qui vivra de l'histoire. Tous les autres, vous ferez autre chose. Et c'est comme ça. On peut s'en amuser, on peut trouver ça triste. On peut surtout considérer quel impact ça peut avoir sur des milliers d'individus, des millions peut-être d'étudiants en France, qui finalement feront des études peut-être pour rien. Mais ça vient de la démocratisation et de la façon dont elle a été conduite et pensée uniquement quantitative. Et c'est pourquoi l'orientation, finalement, c'est peut-être le seul legs aujourd'hui que nous avons encore de la démocratisation. Ce legs qui fait que l'avenir de l'enfant est décidé en troisième. Et c'est là où, d'une certaine manière, en voulant lutter contre les inégalités de naissance et de destin, d'une certaine manière, eh bien, on a simplement changé le processus de construction des inégalités qu'on observe. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire si une inégalité, c'est bien ou c'est mal. Je vous dis simplement qu'on les observe, puisque effectivement, je vous le répète, dans le système scolaire, comme on hiérarchise, une différence devient une inégalité. C'est comme ça. Et ça peut être très bien. Je voudrais, bon, j'ai dû écourter un peu, mais parce que je voudrais passer aux questions. Je voudrais vous dire ce qu'un de mes enseignants un jour nous avait raconté, une petite anecdote assez intéressante. Pour vous faire la comparaison sur pourquoi il y a un malaise aujourd'hui face à l'école qui n'existait pas avant et pourquoi on a de la nostalgie d'une certaine manière de l'école de Jules Ferry qu'on fantasme un peu. La comparaison est très simple. Vous prenez un ouvrier en 1920. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il est ouvrier. Et il vous dira, ben, je suis ouvrier comme mon père, mais je ne suis pas plus con qu'un autre. Et certainement, il a le certificat d'études, bon, très bien. Vous prenez un ouvrier en 1980, qu'est-ce qu'il va vous dire? Pourquoi est-il ouvrier? Eh ben, il vous dira, bah, je suis ouvrier, oui, parce que j'ai fait le con à l'école. Et ça, si vous voulez, ça a eu des impacts et des effets qui restent à mesurer sur le changement de nature, finalement, de l'école, a eu des impacts et des effets terribles qui n'ont pas encore été tout à fait mesurés sur la société française, je le crains. Et j'espère qu'un jour, eh bien, quelques auteurs, quelques penseurs s'y pencheront pour nous éclairer un peu sur les effets imprévus et peut-être sous-marins de la démocratisation scolaire. Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation
d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.